vu passer 7000 personnes aujourd'hui, une vraie réussite, près de 260 000 followers sur les réseaux. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde, la cybersécurité for good. Donc en français, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? On va d'abord accueillir nos invités. Mais oui, ça se fait. Nolwenn Lester qui nous rejoint. On était en train de discuter de façon informelle et on en a oublié votre présence et soyez les bienvenus. Et on a également donc Nolwenn Lester. Vous êtes diplômée d'école d'ingénieur. Vous êtes vous avez fait le choix de saisir une transformation par le bien. Depuis 15 ans, vous occupez des postes à forte dimension dans la transformation et l'innovation. Et depuis 2020, vous pilotez l'activité cyber pour Capgemini France et vous présidez le comité cybersécurité de Numéum. On va en parler dans quelques secondes. C'est né de la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France. Et nous avons, au bout de cette table, Gabriel Debrosse, La Poste. Messieurs, dames, on peut les applaudir. Gabriel Debrosse, je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais je vais tout d'abord poser une question à Nolwenn Lester, parce qu'on est ici sur cette table ronde sur la Cyber Security for Good. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est ma définition, hein, ça ne veut pas dire que c'est la définition. Mais la cybersécurité, on en entend souvent parler par les attaques et par le côté anxiogène. Nous, dans la filière cyber, on pense que cyber, c'est aussi for good parce que voilà, tout le monde vit les transformations digitales. Et aujourd'hui, on peut en tirer plein de biens si tout ça est cybersécurisé. Donc voilà, donc dans ce sens-là, on pense que c'est cyber for good numérique, hein. Et aussi parce que c'est un secteur d'activité qui est très 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 dynamique. Qui donc emploie beaucoup, cherche beaucoup à embaucher, et du coup est aussi innovant dans sa façon d'accueillir les gens en son sein, et donc du coup source de diversité, source de nouvelles façons de travailler, etc. Et donc ça aussi, cette dynamique économique que ça représente, c'est aussi du for good d'un point de vue économique. Une chance. Gabriel Debrosse, je vais vous laisser réagir également à ce que c'est pour vous, selon vous, la cybersécurité for good. Mais je vais revenir sur votre parcours, puisque vous avez passé 27 ans dans l'armée de terre, où vous avez travaillé dans les télécoms, puis la sécurité des systèmes d'information. Et au cours de votre carrière, vous avez servi en ex-Yougoslavie, en République démocratique du Congo, au sein des Nations Unies. Et puis en 2011, vous rejoignez l'OTAN, où vous avez occupé des postes en cybersécurité. Toujours la cybersécurité, ça vous accompagne tout au long de votre vie. C'est pour ça qu'on est heureux de vous avoir à cette table également. Et vous avez été donc recruté par la Poste en 2017 pour créer la direction de la cybersécurité du groupe. Aujourd'hui, la Cybersecurity for Good, c'est un secteur d'avenir. Alors, d'un point de vue professionnel, c'est un secteur qui est déficitaire. Donc, si quelqu'un souhaite trouver un métier, s'engager dans la cybersécurité, c'est tout à fait possible. For good, ce qui est assez possible aussi, ce qui est bon, c'est qu'il ne faut pas se figer sur l'idée d'un métier qui serait uniquement un métier de scientifique ou d'ingénieur. Il y a autour des métiers de la cyber énormément de choses. On a besoin de juristes, on a besoin de spécialistes des relations internationales. Il y a beaucoup de choses à faire en intelligence économique autour de la cyber également. Et for good ou un peu partout, en fait. Là, je crois que la caractéristique de la cyber, c'est que on la voit pas toujours, mais il y en a un peu partout. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Et oui, par la force des choses, en plus avec le développement, l'accélération qu'on a connue à travers cette crise, on voit quand même qu'aujourd'hui, la cyber, le monde cyber, le digital, c'est excessivement important, et la sécurité qui va de pair aussi. Alors, on pourrait même être un peu plus affirmatif en disant pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la cyber dedans quand c'est du digital. Justement, Tech for Good, sans cybersécurité, est-ce que c'est possible? Non, en tout cas c'est difficile. Et donc au-delà de ça, hein, on voit bien que quand on parle de tech, de digital, on sort du monde des systèmes d'information aussi, hein, quand on parle de la ville intelligente, des smart grids, etc., on voit bien tout ce que ça peut représenter comme opportunité. Par contre, on voit bien aussi qu'on n'a pas envie que des pipelines soient hackés, que des réseaux d'énergie tombent parce qu'il y a une cyberattaque, etc. Donc on voit bien qu'on touche
via la cybersécurité à des sujets environnementaux, à des sujets de protection des biens et des personnes. Voilà, donc on est vraiment au-delà du monde du digital traditionnel, si je puis dire. Et donc voilà, donc on pense fondamentalement que la cybersécurité, c'est un socle. Je partage tout à fait ce que tu disais sur la diversité des métiers et aussi, je dirais, sur l'importance du coup d'avoir des visions systémiques et hyper larges sur ce que c'est la cybersécurité et de connecter justement à la compréhension de derrière, ça va sécuriser quoi, pour quelle exposition au risque, dans quel métier, quoi. Parce que la question aujourd'hui, Gabriel Debrosse, c'est plus si ça va arriver, mais quand. Non, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Pour son entreprise, on ne l'espère pas quand même. On est exposé en permanence. Je veux dire, donc, si la question tourne autour de la menace et du nombre d'attaques auxquelles on est exposé, ce sont des milliers d'attaques qui ciblent nos systèmes d'information tous les jours. 4000. 4000, 5000, 10 000, 20 000. D'après nos confrères de BFM. Alors, si c'est vos confrères de BFM, je prends note religieusement. Je cite mes sources, je ne fais que leur. Et je vous en félicite. Enfin, tout ça pour dire que les systèmes sont considérablement exposés en permanence. Qu'on vit dans un monde où des systèmes attaquent des systèmes, c'est-à-dire que les pirates utilisent la technologie, la détournent de ses fins initiales qui étaient plutôt bonnes. Donc, on pourrait convoquer Rousseau si on le souhaitait. Et utilisent ces systèmes pour trouver des failles et pour essayer de rentrer dans nos systèmes. J'ouvre une toute petite parenthèse sur qu'est-ce que l'informatique. Donc aujourd'hui, l'informatique, ça n'est plus des ordinateurs de bureau, ce ne sont plus que des portables, ce sont tous les équipements qui vont avoir une adresse IP, une adresse Internet, qui sont connectés quelque part et sur lesquels il est possible de faire quelque chose. Donc, quand on parle de ça, on parle d'une surface d'attaque ou d'une surface d'exposition. Et quand on nous annonçait qu'on aurait 20 milliards d'objets connectés il y a 10 ans, ça semblait hallucinant, mais on y est arrivé. Je crois qu'on est à plus de 21 milliards aujourd'hui. Je ne sais pas la source, mais je crois que c'est vrai quand même. On vous fait confiance. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas que ça soit simplement quelque chose d'anxiogène, mais il faut aussi qu'on transforme comme étant une opportunité pour nos jeunes, pour la France. Vous le disiez en préparant cette table ronde. Pour vous, c'est sur tout le territoire un levier de croissance ? Bah oui, moi je crois que la cybersécurité, c'est intéressant pour plein de raisons. D'une, parce que c'est un monde dynamique, comme j'avais dit. Mais dynamique, c'est parce qu'il y a un fond technique qui est hyper intéressant. Il y a un fond tout court qui est à creuser, qui bouge tous les jours. Et puis parce que le fort développement qu'on connaît fait qu'on est obligé, je dirais même, d'innover dans la façon dont on imagine la cybersécurité. Donc c'est pas uniquement dans la façon dont on va implémenter telle ou telle solution technique de cybersécurité, mais c'est comment est-ce que collectivement on peut penser différemment nos façons de travailler. Et donc comment est-ce qu'on peut accélérer la coopération entre tous les acteurs de la filière, comment on peut mieux se partager de l'information pour mieux sécuriser in fine la France, nos entreprises, nos administrations, nos organisations. Et puis au-delà, comment est-ce qu'on peut aussi utiliser le fait que globalement, il y a une dynamique qui n'est pas propre à la France, qui est mondiale, et faire en sorte que nos startups, elles grandissent le plus vite possible et qu'elles grandissent, si possible, assez vite pour prendre de la place en France, en Europe, dans le monde, et transformer ce secteur d'activité en un secteur plus gros, plus fort, si possible d'excellence, et où l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu. Donc je pense que au sein de la filière cyber, ça nous tient pas mal à cœur et on essaye d'inventer des nouvelles façons de travailler ensemble, en partageant le plus possible des bonnes pratiques au service globalement du moyen terme. Donc la coopération, c'est hyper important pour nous. Oui, Nolwenn Lester, je rappelle que, outre le fait que vous soyez au sein de Capgemini, vous représentez Numéum, qui est donc né de la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France. Et c'est 80%, c'est un acteur 80%, ça représente 80% du monde de la cybersécurité, c'est bien ça ? Numéum représente à peu près 80, même un peu plus maintenant, mais 80% du secteur des sociétés de services, des éditeurs, des sociétés de conseil en technologie. Donc, et effectivement, donc il y a plusieurs
thématiques du numérique qui sont représentées au sein du numérique, dont la cybersécurité, dont je préside le comité. Mais ce que je dis, et il y a plein d'autres initiatives en France qui intègrent pas que les acteurs qui vendent de la sécurité, mais aussi qui intègrent toutes les parties prenantes, les grands groupes comme le groupe La Poste, des startups, des acteurs du monde institutionnel et d'autres, puisque la coopération, elle doit vraiment se faire beaucoup plus largement, des collectivités, etc. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, ça se passe sur tous les territoires, quoi. C'est pas ni centré sur Paris, ni centré quelque part. Aujourd'hui, il y a des initiatives de coopération qui sont hyper larges et qui occupent tous les territoires. Tous les territoires peuvent bénéficier de cet atout et de cette opportunité de développement économique, in fine. Un milieu aussi, on va voir avec vous cette question, un milieu où il y a quand même une entraide. C'est un monde, on le voit à travers le réseau des CERT, quand on subit une attaque, et j'aimerais que vous reveniez sur un aspect purement pratique. Vous qui subissez peut-être une attaque, un ransomware, on a tous déjà peut-être reçu. Quelle est la marche à suivre, et vous parliez du 3333, c'est le chiffre magique? Alors, il y a plusieurs manières de décrire ce qui se passe dans le cas d'une attaque cyber. Alors, si vous dites 333, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, quand votre système, pour une entreprise, est attaqué, c'est 3 jours de crise chaude, avec beaucoup de transpiration, avec beaucoup de cris. C'est 3 semaines de plan de continuité d'activité pour essayer de remettre la machine en route, et 3 mois de remédiation. J'aime assez rajouter un 3 devant, qui est 3 secondes pour faire une connerie. C'est idiot, mais 80% des attaques arrivent parce qu'on reçoit un mail et qu'en cliquant dans ce mail, on va suivre une URL où on va ouvrir une pièce jointe piégée, et on ouvre en fait la porte de notre maison à l'attaquant. Ça vaut évidemment naturellement dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Et aujourd'hui, la cybersécurité, on ne peut pas la dissocier dans notre vie, parce qu'on a une vie numérique. On a tous un doudou numérique, un téléphone portable, aujourd'hui intelligent, paraît-il, et qui nous suit partout, qu'on consulte partout. Et c'est une porte ouverte sur le monde de l'information, où on reçoit énormément de stimulation. Ce qui fait que le premier élément, c'est effectivement, c'est toujours le maillon humain qui est ciblé. Et la cybersécurité, c'est finalement la forme numérique d'une activité humaine qui était soumise aux arnaques, aux escrocs, etc. Et ça fonctionne pour les attaquants parce que, comme ils sont beaucoup plus loin, beaucoup plus anonymes, eh ben, ils se livrent à leur activité en ayant la chance de bénéficier de plus d'impunité. Ça, c'est le premier élément, pourquoi ça arrive. Deuxième élément, pourquoi ça arrive aussi, c'est parce que c'est une activité qui est rentable. Donc je ne cherche pas à déclencher des vocations, mais le retour sur investissement d'un hacker, enfin, d'un pirate, est de 800 à 900%. Donc c'est une activité très rentable. C'est une activité humaine parce que quand il se passe quelque chose, tous les spécialistes de la cybersécurité de l'entreprise sont sur le pont, et on avertit les entreprises autour de nous. Alors, le réseau des CERT a été créé il y a une vingtaine d'années, voire un peu plus, avec les premières attaques informatiques. Et ce sont des équipes qui se répondent, qui partagent de l'information sur la menace, qui donnent des indicateurs qu'on va appeler des marqueurs, qui permettent de retrouver les traces de l'attaquant. Et donc, le fonctionnement dans le monde de la cybersécurité, humainement, c'est beaucoup moins austère qu'on peut l'imaginer. C'est un monde où on est obligé de travailler en confiance, de se connaître et d'avoir confiance les uns dans les autres. Donc alors effectivement, je ne suis peut-être pas sur le salon de l'étudiant, mais pour ceux qui cherchent un métier avec une forte intensité dans les relations humaines, la cyber, ça marche. Ça marche et ça emploie des jeunes. Je crois que c'est un secteur aujourd'hui qui continue de former, et on est, semble-t-il, en France à la pointe. Oui, alors on a des excellentes écoles et des excellentes formations qui, voilà, donc appel à pub, encore une fois, n'hésitez pas à candidater dans ces formations. Ça se développe, on a aussi des nouvelles formations qui se développent tous les ans, donc on recrute beaucoup de jeunes, mais on a aussi plein de
filière de reconversion en cybersécurité. Donc on a vraiment voilà, une diversité de canaux de recrutement qui est liée à l'attention qu'on a à trouver des professionnels, mais aussi à la diversité des profils qu'on a besoin d'embaucher. Donc aujourd'hui, on recrute des filières techniques, mais ça a été dit déjà, on recrute aussi des filières plutôt de juristes, de qualiticiens, de gens qui ont une compréhension des enjeux géopolitiques. Enfin voilà, donc c'est très 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 large. Hein. Et c'est un outil d'inclusion. Et c'est un outil d'inclusion parce que comme c'est divers par nature et systémique par nature, on a besoin d'avoir une diversité de profils. Voilà, donc des hommes et des femmes, des diversités d'origine, etc. Mais aussi parce que, je le disais tout à l'heure, comme on invente beaucoup de choses et aussi dans nos façons de travailler, il y a une flexibilité sur les modes de fonctionnement, le télétravail, les horaires de travail, etc. La flexibilité du travail, le temps partiel. Enfin, il y a tout. Vraiment, le champ des possibles, il est super super large. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est assez favorable justement à la thématique de l'inclusion. Oui, parce qu'avec cette crise sanitaire, il y a une généralisation du télétravail et de l'usage accru aux équipements informatiques. Est-ce que vous avez, au sein de la Poste, vu cette transformation, cette accélération, et comment vous palliez aux failles de sécurité qui vont de pair avec cette... Alors, si on fait un petit retour en arrière, quand on parle du premier confinement qui nous est tombé dessus le 17 mars 2020, pour la Poste, nous avons 250 000 collaborateurs en France. Donc la question a pris tout de suite une dimension assez intéressante. Et il a fallu mettre en place des capacités de télétravail, donc avoir des accès pour 50 000 personnes en simultané au système d'information du groupe. Donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de travail. En termes de cybersécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes connecté au système d'information de votre entreprise, c'est-à-dire quand vous êtes au bureau, on a une assez bonne vision de ce qui se passe. Quand vous êtes chez vous, eh bien, votre ordinateur ou votre tablette devient la zone à protéger et c'est beaucoup plus loin et on n'a pas forcément la même vision. Donc c'est un nouveau changement. C'est comment prendre en compte la sécurité à distance. Donc c'est assez stimulant, hein, ce que je disais à Nolwenn avant qu'on prenne la parole. Quand on se couche le soir, on se dit que le cerveau a bien tourné parce qu'on est obligé d'être imaginatif et de favoriser l'activité de nos entreprises. Puisque s'il y a une chose qui n'existe plus dans la cyber, c'est la loi du non. On n'est plus là pour dire non, on est là pour dire comment. C'est en tout cas intellectuellement un peu plus stimulant. Oui, je sens que ça crée chez vous une petite réaction. Bah oui, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, la cybersécurité, c'était le patron de la cybersécurité, c'est celui qui disait toutes les règles qu'il fallait respecter, voilà, qui mettait plein de contraintes et qui empêchait de faire tout un tas de projets business. Hein. On n'en est plus du tout là et vous avez un métier qui n'est pas simple. C'est devenu central au sein des entreprises, on est bien d'accord ? Oui, c'est devenu central au point que, de la même façon qu'on va accompagner les collaborateurs d'une entreprise sur les thématiques d'éthique, etc. Aujourd'hui, je pense que dans toutes les organisations, ou presque toutes, il y a des sensibilisations à la cybersécurité. En tout cas, celles qui ne le font pas feraient bien de le faire parce que voilà, c'est quand même un sujet qui est important. Donc ça devient vraiment un must-have. Sinon, on ne peut pas déployer massivement le télétravail, on ne peut pas apporter toute la flexibilité. On est obligé d'apporter des contre-mesures qui soient plus techniques, plus contraignantes. Donc c'est donner de la liberté, oui, mais aussi faire comprendre, responsabiliser dans le champ professionnel, mais aussi dans le champ personnel. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas les mêmes règles et les mêmes bonnes pratiques quand on est sur son téléphone pour un usage personnel ou sur son téléphone pour un usage professionnel. Là, on a encore un peu de travail, je pense. Alors, il arrive toujours, parce que l'homme n'est qu'homme, qu'il fasse des erreurs. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des qualifications, l'ANSSI en est une, qu'il faut absolument suivre pour pouvoir être paré à ce type de faille ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, donc si vous me permettez de reformuler, je vais un peu trier.
Alors la première chose, pour tous les gens qui n'ont pas mon âge, qui sont plus jeunes que moi dans cette salle, et je les remercie d'être là, ils ont grandi dans le digital. Donc ils ont tous eu à un moment ou à un autre un problème sur Facebook, un harcèlement, une usurpation de compte, des choses comme ça. Les gens de ma génération sont plus compliqués à convaincre. Mais donc effectivement, c'est une problématique de formation. Donc sensibilisation, formation, comprendre comment ça marche. Comme vous le disiez, il n'y a plus de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Parfois, c'est le même outil, c'est le même téléphone avec lequel on fait les deux. Et ensuite, les qualifications de l'ANSSI, qu'est-ce que c'est? Alors, ce n'est pas de la formation, ce sont plutôt des services de confiance. Et là, si vous avez le tampon d'un label de sécurité, on parlait d'achat, c'est déjà une garantie qu'on va avoir une solution qui a été auditée, qui est techniquement sûre, et on a plus de chances d'avoir moins d'ennuis, si je puis dire. Oui, malheureusement, il n'y a pas de garde-fou absolu. Ça n'existe pas, le tampon de j'ai tout fait comme il faut et il ne va rien m'arriver. Par contre, voilà, il y a quand même des cadres effectivement qui sont plus rassurants que d'autres et les qualifications qui sont attribuées par l'ANSSI permettent effectivement de montrer qu'on travaille en respectant un certain nombre de guides et de référentiels qui ont été validés et qui sont réputés comme nécessaires quand on a besoin d'exposer des données, travailler dans un certain type de secteur d'activité, etc., etc. Je vous laisserai. Alors, deux points encore, très vite. Le premier, c'est effectivement, on a la chance d'avoir une agence qui produit énormément de notes techniques, qui produit énormément de notes d'alerte. C'est un acteur qui s'est imposé notamment pour lutter contre les menaces, les coordonner, venir en aide aux entreprises importantes lorsqu'elles sont victimes d'attaques. Ça, c'est tout à fait important, mais la notion de service de confiance, c'est aussi une réglementation européenne. Ça a été introduit par le règlement européen EIDAS. Et aujourd'hui, quand on parle de vie numérique ou de digitalisation de la vie numérique, ça veut dire que ce qu'on faisait autrefois en se déplaçant d'un guichet à un autre pour ces démarches administratives, on peut le faire avec une identité numérique. Celle de la Poste, elle est très bien. Je vous la recommande. Elle est gratuite. Un peu de promo. Voilà. Si vous avez besoin de signer un document en ligne, c'est une signature numérique. Là aussi, il faut que ce soit un service de confiance pour pas qu'il y ait d'usurpation d'identité, pour pas que vous perdiez le contrôle de votre vie numérique. Si vous stockez vos données personnelles, c'est la même chose. Où est-ce que vous allez les stocker, les archiver? Dans un coffre-fort numérique. Parce que la donnée personnelle, c'est la richesse de demain? Enfin, c'est la donnée, la donnée en général. Oui, attendez. La donnée personnelle, c'est votre vie, donc ça a quand même une certaine valeur. Mais dans l'entreprise, la donnée maintenant, elle doit être protégée. Et on n'a pas parlé des assurances aussi, qui viennent aussi en complément aussi dans ce panel de réponses face à des attaques cyber. Alors, si on dit 4 mots sur la cyber, qu'est-ce que c'est? C'est le patrimoine de l'entreprise, ses systèmes d'information. C'est la sécurité des prestataires qui vont rentrer intervenir dessus. C'est la sécurité des clients. Et ce périmètre doit être couvert par un ensemble de dispositions. Et puis, une fois qu'on a tout fait, on fait une gestion de risque, une analyse de risque. Et dans notre analyse de risque, on arrive à calculer la probabilité du risque et son impact. Et quand on a fait cette analyse, il y a un moment où on a un risque à probabilité faible et un impact extrêmement important. C'est à ce moment-là qu'on va se couvrir en transférant le risque, un processus risque classique, en essayant de se couvrir avec une cyberassurance. Une bonne chose? Une chose qui est compliquée, parce que quand on parle de la hausse du nombre d'attaques, c'est une chose, mais le marché de la cyberassurance connaît des heures difficiles. Entre 2019 et 2020, le montant des polices souscrites par les grands groupes a monté de 200 à 300% pour ceux qui étaient bons élèves et qui n'avaient pas de sinistre à déclarer.
Pour ceux qui avaient eu des sinistres à déclarer, la hausse des polices a été de 500%, pour une raison simple, c'est que les montants collectés en 2020 en termes de police, c'était 130 millions collectés et 217 millions de préjudices payés par les assureurs. Donc dans ces conditions-là, vous comprenez que le marché de l'assurance se durcit considérablement. Alors on fait appel à Capgemini dans ces cas-là. Ouais, on fait appel à... Alors, pas pour faire la cyberassurance, là, on a besoin de son assureur. Non, mais pour démontrer effectivement qu'on ait correctement adressé ces risques, on s'appuie effectivement sur soi-même, sur ses partenaires et sur l'ensemble de la filière. L'écosystème fonctionne aussi avec une interaction, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas conserver toute son expertise et se dire je reste à jour si on ne travaille pas avec des partenaires. Donc là, le recours à des entreprises de conseil, le recours à d'autres spécialistes est extrêmement important parce qu'on a besoin de se mettre à jour et c'est vital pour maintenir les capacités et les connaissances des spécialistes. Oui, je vous en prie, je voulais revenir un peu sur votre actualité plus personnelle, même si vous n'êtes pas la Poste à vous tout seul. Aujourd'hui, on connaît une reprise de cette fameuse arnaque au colis. Alors, si vous nous regardez et que vous recevez un SMS en vous disant « vous n'avez pas suffisamment affranchi le colis qui vous a été expédié », comment est-ce que, déjà, ils obtiennent ces informations et comment est-ce qu'on peut lutter contre ce type d'arnaque ? On n'a pas besoin d'avoir d'informations, il suffit de prétendre que c'est une information. L'arnaque au colis qui connaît effectivement un regain très fort depuis 2020. On a eu des hausses de plus de 600% des sites destinés à piéger nos clients. S'appuie sur le fait qu'il est probable que vous attendiez un colis et on va vous solliciter soit par un mail, soit par un SMS, et on va vous dire pour votre colis, connectez-vous là, et c'est le mécanisme de l'attaque. Alors on peut faire de la cyber for good, parce qu'aujourd'hui, la Poste, quand elle vous envoie un SMS, vous n'avez pas de numéro de téléphone qui s'affiche. Donc c'est déjà un premier élément, ce n'est pas un numéro de téléphone qui vous dit votre colis est arrivé. Vous allez voir afficher la Poste, c'est certifié avec les opérateurs de téléphonie, ça ne peut pas être contrefait. Donc ça, c'est un premier élément pour se rassurer. Et puis ensuite, il y a ce réflexe tout bête, c'est si j'attends quelque chose de quelqu'un, je ne clique pas sur le lien et je vais le chercher moi-même dans mon navigateur. Si je suis client d'une banque et que la banque me dit connectez-vous en urgence, eh bien, je vais ouvrir mon navigateur, je vais aller dans un moteur de recherche et je vais taper le nom de ma banque et je vais me connecter comme ça. C'est le seul moyen de casser la chaîne qui sinon va vous embarquer dans la kill chain, soyons fous, un petit peu d'anglais, dans la kill chain du pirate. La kill chain du pirate. Mon colonel. Ouais, il fallait faire quelque chose quand même. Votre actualité au sein de Capgemini, Nolwenn Oster, je vous laisse ces quelques minutes pour nous parler un peu de ce sur quoi vous êtes en train de travailler, la cybersécurité for good de demain. Alors la cybersécurité for good, j'ai pas mal parlé de coopération et en ce moment, un de nos projets, c'est pas que le nôtre, mais on y participe, c'est le Campus Cyber, qui est une des actions emblématiques de coopération entre un certain nombre d'entre nous au sein de la filière cyber et institutionnelle et consommateurs de cyber. Enfin, c'est très très large. Donc belle initiative où on va inventer des choses puisqu'on va se retrouver collectivement localisés au même endroit et donc pour accélérer les coopérations. Donc ça, premier élément d'actualité. Deuxième élément d'actualité autour de Cyber for Good, c'est un petit peu dans le sillage d'autres initiatives de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise. On a entendu pas mal parler d'ailleurs sur ce salon du fait que le numérique avait probablement une part importante à jouer dans l'accompagnement, à faire en sorte que notre planète continue d'être belle et qu'on la traite bien dans les prochaines années. Et Cyber for Good, on va continuer à pousser et à accompagner les startups, à accélérer les startups françaises pour qu'elles puissent pleinement s'épanouir et qu'on bénéficie tous collectivement des belles solutions numériques au service du futur.
Merci Nolwenn Lester. Un mot peut-être pour clôturer cette table ronde, Gabriel Debrosse. Merci. Merci de nous avoir écoutés sur la cybersécurité. On pourra en parler pendant des heures, évidemment. Le seul truc qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y en a quand même partout. Et c'est quelque chose qui vous intéresse, comme de savoir traverser la rue, parce que vous êtes dans un monde qui est malheureusement un peu dangereux. Merci Gabriel Debrosse, vous êtes donc directeur de la cybersécurité du groupe La Poste. Merci également à Nolwenn Lester qui nous a rejoint ici en tant que responsable de Numéum. Donc vous occupez de l'activité cyber aussi également au sein... Groupe CISO Capgemini. Oui, pour la partie client notamment. Pour Capgemini 1000 France. Personnes, enfin quelqu'un d'important quand même. Hein. Mais vous êtes tous les deux très importants. Merci à tous, on se retrouve dans une demi-heure pour une nouvelle table ronde sur les TPE, pour l'investissement à l'avenir, également à l'international.